Merci d'abord de m'avoir invité à cette rencontre. François Lucas vient de vous donner le point où nous sommes aujourd'hui. Il a dit d'ailleurs que ce matin, il y avait encore une rencontre et que demain, nous allons, en tout cas, nous sommes nombreux à l'espérer, voter un texte le plus, pas consensuel, un texte de compromis, mais qui serait voté le plus largement possible. Mais je veux quand même revenir sur l'histoire de tout ça, parce que c'est une histoire, et en définitive, je pense que lorsqu'on regardera ça dans quelques années, je pense qu'on trouvera que c'est une assez belle histoire. Voilà, avant, comme on dit dans les contes, il y avait Paris et puis la banlieue, avec des départements qui étaient quand même relativement cloisonnés les uns par rapport aux autres. Moi, je suis élu du sud des Hauts-de-Seine, à quelques centaines de mètres du Val-de-Marne, et je suis élu depuis un bout de temps. Il n'y a quand même pas si longtemps que ça que nous avons des contacts réguliers avec les élus du Val-de-Marne, y compris avec les élus des villes qui n'étaient pas très loin. Donc il y avait des frontières départementales qui ont été créées lors de la mise en place des départements de petite couronne. Donc il y avait ça, et puis bon, les maires géraient et mener leur action, leur action pour leur commune, en relation avec le conseil général, leur conseil général, et plus ou moins en intercommunalité, parce qu'il y avait quand même des syndicats intercommunaux, soit très locaux, à 2-3 communes pour gérer un équipement ou deux, et puis il y avait des grands syndicats, enfin il y a toujours d'ailleurs des grands syndicats intercommunaux pour quelques grandes compétences à caractère technique. Et puis, dans les années, déjà à la fin des années 90, il y avait quelques voix, mais vraiment très universitaires, qui commençaient à parler quand même de la nécessité d'avoir une approche un peu plus coordonnée, un peu plus concertée sur l'ensemble du territoire de la métropole, sans qu'on sache très bien ce que c'était que le territoire de la métropole. Il n'y avait pas une limite très très nette. Et en 2001, l'élection de Delanoë à la mairie de Paris a changé les choses dans la mesure où il a dit tout de suite, dès son élection, qu'il ne pouvait pas travailler seul. Il pouvait travailler seul sur un certain nombre de sujets, qui sont des sujets locaux de proximité, mais il ne pouvait pas travailler seul dans la grande bataille des métropoles à l'échelle mondiale, et que l'attractivité de la métropole parisienne, ça ne pouvait pas être Paris tout seul, il fallait que ce soit Paris et la banlieue. Ce d'autant plus que, bien sûr, dans les années 80-90, beaucoup les communes dites de banlieue se sont développées, ont accueilli de plus en plus d'activités économiques, et donc il y avait un partage qui s'était fait, et il fallait naturellement travailler ensemble. Et ça, Delanoë a donc changé de discours un peu de la ville de Paris à cet égard. Il a donc invité les maires de banlieue à une réunion qui avait lieu, je m'en souviens, cette réunion, c'était le 5 décembre 2001, à la maison de la RATP. Et dans cette réunion, il y a eu deux, trois maires. Moi, j'y étais, j'étais nouvellement élu, parce que je venais de devenir maire en 2001, mais j'étais déjà élu avant, qui ont évoqué l'idée, pourquoi on ne ferait pas une communauté urbaine de Paris? Bon, ça n'a pas été du goût de la plupart des collègues. Moi, il se trouve que j'avais de la chance parce que, comme mon métier, c'était de faire du conseil auprès des intercommunalités de province, c'est quelque chose que je connaissais bien. Et je voyais bien ce qui s'est passé, ce qui se passait notamment à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, même à Marseille. On voyait bien que le phénomène intercommunal montait, notamment dans les villes, et a abouti d'ailleurs à la création maintenant de métropoles. Donc on voyait bien que ce phénomène, ce mouvement intercommunal assez intégré montait fortement, et que c'était une des conditions probablement de l'attractivité. Nous avons donc à quelques maires, avec Pierre Mansart, qui était à l'époque adjoint au maire de Paris en charge de ces questions, nous avons donc travaillé, discuté, on se voyait au bistrot, enfin, il n'y avait pas des grandes réunions. Et puis, ça a fini par faire un peu boule de neige, et nous avons créé ce qu'on appelait la conférence métropolitaine, qui n'avait pas de structure juridique du tout. C'était simplement, on se donnait rendez-vous, les maires, on se donnait rendez-vous régulièrement, tous les 2-3 mois, chez l'un d'entre nous, dans une des mairies, et on discutait de grands sujets, les transports, le logement, etc. Et puis est arrivé le deuxième événement. Donc le premier événement, je pense que c'est l'arrivée de Delanoë. Puis est arrivé un deuxième événement, qui est la volonté de Sarkozy de travailler
le retour en fait de l'État sur l'agglomération parisienne, en termes d'aménagement, de volonté, etc. Alors, on a souvent opposé les deux, mais en réalité, les deux procédaient d'une même démarche, même si ce n'était pas tout à fait avec la même façon de faire, naturellement. Mais les deux procédaient d'une même démarche, et de fait, alors je passe tous les détails, hein, parce que toutes les péripéties, mais de fait, se sont retrouvés ainsi à la fois les diverses forces politiques, les maires, les présidents de conseils généraux étaient présents, mais un peu plus dubitatifs, parce qu'ils sentaient bien que s'il y avait une trop forte alliance entre les maires et l'État, ça pouvait poser problème au département. La région était encore plus prudente, ce qui d'ailleurs n'a pas été sans poser problème. Enfin, bon, passons. Et donc, on s'est retrouvés à créer ensemble donc, ce fameux syndicat mixte Paris Métropole. C'était en 2009, avec l'idée qu'il fallait qu'il y ait une structure maintenant juridique un peu organisée pour que les échanges entre maires et présidents de conseil généraux et présidents de conseil régional puissent donc avoir lieu dans un cadre plus organisé. Et puis aussi, l'adhésion au syndicat mixte nécessitait une délibération de chaque conseil municipal, ce qui était important parce que ça permettait d'associer à minima l'ensemble des élus, voire d'ailleurs dans certaines communes les habitants ou les associations, à la démarche. Donc Paris Métropole a été créé en 2009. Comme le disait François Lucas tout à l'heure, une charte de gouvernance a été mise en place entre nous. Cette charte prévoit notamment que la présidence est assurée par roulement entre les 4 grands blocs politiques. C'est pas droite-gauche, hein, c'est un peu plus compliqué. Hein. Entre l'UMP, enfin ça a commencé par le PS, ça a suivi par l'UMP, après le Front de gauche et ensuite l'UDI. Et ça a recommencé au PS, puisqu'on est à la 5e année. Et donc la prochaine fois, normalement, c'est quelqu'un de l'UMP qui doit présider le syndicat mixte. Et effectivement, moi j'ai eu le plaisir d'être président de Paris Métropole pendant l'année 2013. Et puis, donc aujourd'hui, c'est Daniel Guiraud. Et si je suis premier vice-président, c'est parce que nous avons mis aussi un autre système en place, c'est que l'ancien président devient premier vice-président. Et voilà, ça continue comme ça. Puis après, on n'est plus rien. Voilà, donc j'attends avec appréhension la fin du mois de décembre où je ne serai plus rien dans Paris Métropole. Non, je plaisante. Bon. Et donc Paris Métropole a très 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 bien travaillé. Et nous avons là vraiment, après cette conférence métropolitaine informelle, nous avons vraiment appris à travailler ensemble. Tous les élus, tous les maires. Moi je dois dire que, et c'est pour ça que je dis que c'est une belle aventure, pour nous en tout cas, et j'espère aussi pour l'ensemble de nos territoires et pour l'ensemble de nos concitoyens. On a d'abord travaillé sur les sujets, sur les transports. Nous avons appuyé à fond toute la démarche du Grand Paris et ensuite du Grand Paris, du nouveau Grand Paris. Et vous avez vu, hein, vous vous souvenez sans doute de cette période-là, avec une loi qui a été assez contestée, des tracés qui ont été contestés, des polémiques, et pour finir, à la fin, un accord passé entre l'État et la région, et qui a été renouvelé d'ailleurs cet accord après l'alternance politique de 2012. Et aujourd'hui, le Grand Paris, en termes de réseau de transport, ça se fait, c'est en train de se faire. Il y a des petites, encore des anecdotes, des péripéties, des questions financières qui se posent, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Et c'est très important parce que c'est une des conditions, évidemment, de l'attractivité de la métropole, ce réseau de transport. Mais c'est très important qu'il se soit fait ainsi. Et Paris Métropole, donc l'ensemble des maires, y a pris une part tout à fait active. Paris Métropole a dit à l'État et à la région, maintenant, il faut vous entendre. Nous vous demandons de vous entendre entre vous. Nous avons été donc une des forces positives dans cette affaire. On a travaillé également sur le logement avec, j'allais dire, peut-être évidemment, naturellement, moins de résultats, mais quand même en participant à une prise de conscience partagée sur les questions de logement. Et d'ailleurs, la métropole du Grand Paris va poursuivre ce travail. Nous avons travaillé également sur la solidarité financière entre les différents territoires de métropole en proposant des évolutions du Fonds de solidarité de la région Île-de-France, qui est un mécanisme de solidarité entre communes qui est assez puissant. Et puis est arrivé un moment donné où on nous a dit maintenant il faut travailler sur la gouvernance. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, là, il faut le traduire dans une institution nouvelle qui donc prendra des compétences, aura des ressources, etc. Et je dois dire que, comme toujours, c'est là où le problème est arrivé.
Tant qu'on parlait sur des dossiers, à la fois des projets, des dossiers un peu techniques, etc., ça allait, mais dès qu'on a parlé de pouvoir, naturellement, les forces s'organisent, et puis surtout si on parle de pouvoir avec un peu de sous derrière, éventuellement. Hein, voilà, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Et ça a été la difficulté de la fin de l'année 2012. C'était la présence de Braouzek, et puis ensuite, de toute mon année de présidence, ça a été une très grande difficulté de pouvoir faire tenir quand même le fait que les gens se retrouvent pour discuter, alors même que les forces étaient en train de se mettre en place. Bon, on avait quand même obtenu que dans la loi MAPAM originelle, un mécanisme de métropole fédérée à partir des intercommunalités existantes et à créer, à généraliser sur l'ensemble de la petite couronne. Donc on avait obtenu que cette métropole fédérée puisse donc voir le jour. Alors c'était une métropole un peu light, mais notre pari, c'était que peu à peu, au fur et à mesure que les gens travaillaient ensemble, eh bien, elle allait gagner en poids, en compétences, etc. C'était notre pari. Hein. Ce sont des créations très lentes. Et je vous rappelle simplement qu'à Lyon, la métropole de Lyon, elle a commencé par la communauté urbaine de Lyon, qui a été créée par la loi en 1966. Hein. Donc vous voyez, ça fait 50 ans. 50 ans pour arriver là. Nous, il y a encore 10 ans, on ne parlait même pas de Grand Paris. C'était un mot qu'on n'utilisait pas. Nous, on l'utilisait un peu entre nous, mais dans le grand public, on ne l'utilisait pas. Donc, vous voyez, le travail, le chemin est long. Il est forcément long. Ce n'est pas qu'on est plus mauvais qu'ailleurs, c'est qu'on a commencé beaucoup, beaucoup plus tard, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Mais bon, c'est ainsi. Et donc, par conséquent, dans cette loi présentée donc, par Madame Lebranchu, elle nous convenait, pour finir, assez bien. Mais pour des raisons d'alchimie politique, voire partisane, sur lesquelles je ne reviendrai pas, le Sénat a refusé de voter sur cette affaire-là. Et à l'Assemblée, ça a suscité donc une espèce de, allez, je vais dire employer le mot, même s'il n'est pas très beau, de coup de force, en réalité, de quelques députés de la majorité qui ont voulu instaurer une métropole hyper centralisée. Et c'est ça... Une métropole hyper centralisée, c'est arrivé au mois de juillet dernier, au mois de juillet 2013, à l'Assemblée, en première lecture. Nous avons été très surpris de cette façon de faire. C'est arrivé vraiment de manière très brutale. Alors, nous avons discuté, nous avons dit que nous trouvions que ce n'était pas une bonne façon de faire. Ce n'est pas parce que le Sénat avait fait une bêtise, parce que c'est ça, en fait, qu'il fallait continuer. Ben, c'est pas grave, ils ont fait. Et c'est allé jusqu'au bout. Je vous passe les discussions de l'automne dernier. Encore une fois, j'ai un souvenir assez précis, parce que j'étais président de Paris Métropole à ce moment-là, et je peux vous dire que ce n'était pas très facile de gérer tout le bazar. Mais bon, on est arrivé donc à la loi du 27 janvier 2014 avec une métropole, un système très centralisé, dont les maires avaient le sentiment, et à juste titre, qu'elle était une espèce d'énorme machine qui allait donc niveler tout ça et qui allait donc prendre la main sur l'ensemble des compétences. Bon, on s'est ressaisi. Ensemble, on a analysé l'affaire. Nous sommes allés voir, alors je vous passe les détails, Manuel Valls devient Premier ministre. Il y a les municipales. Il y a les municipales, hein. C'est important, les municipales. Oui, parce que tout à l'heure, François Lucas a parlé des 225 élus du Conseil des élus. Avant les municipales, la majorité était à gauche. Après les municipales, la majorité est à droite. Enfin, à droite et au centre, hein, parce que le centre, il peut toujours... Bon. Voilà. Selon les critères communément admis, la majorité de la métropole a changé. Et alors, du coup, là, les choses ont aussi un peu évolué. Nous sommes allés voir le Premier ministre à 10 membres de Paris Métropole, et on lui a dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, ça ne marche pas, votre truc, ça ne va pas aller. Et il en a convenu. C'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'une loi qui a été votée, promulguée le 27 janvier 2014, quelques mois après, on la remet en question, et tout le monde trouve qu'effectivement, elle n'était pas terrible. Alors qu'on l'avait dit avant. Donc ça prouve que quand même, dans le Parlement, ça ne marche pas toujours extraordinairement bien, mais enfin, c'est pas grave. Donc du coup, le Premier ministre accepte que la loi soit revue, et c'est justement ce à quoi nous travaillons aujourd'hui dans le cadre de la mission de préfiguration qui a été elle-même mise en place par la loi. Alors, c'est vrai que tout ceci, ce sont des compromis, mais je veux vous dire que l'idée métropolitaine, elle est rentrée. Personne maintenant ne conteste qu'il y a dans un certain nombre de domaines d'action, l'aménagement, le logement,
la solidarité entre territoires, etc., qui a une démarche métropolitaine, qui n'est pas la démarche qui est conduite aujourd'hui par nos intercommunalités existantes, parce qu'elles sont évidemment trop petites. Elles sont utiles pour gérer des équipements, pour faire de la mutualisation de gestion, mais elles sont trop petites pour avoir une stratégie de développement économique, naturellement, que les départements qui ne sont pas mis en question. La métropole ne dit rien sur les départements. Alors peut-être c'est pas bien qu'elle dise rien, mais c'est pas forcément plus mal non plus pour les départements. Chacun peut avoir son idée sur les évolutions futures. Mais voilà, donc les départements et enfin la région qui est relativement aujourd'hui discrète, on va dire, sur cette affaire. Donc effectivement, tout à l'heure François Lucas parlait des maires en disant que c'était encore ceux qui avaient encore un minimum de reconnaissance de la part de la population dans l'ensemble des élus. Avec les préfets, oui, mais enfin, ça c'est autre chose, les préfets. C'est vrai que les maires, de fait, sont donc les membres de ce Conseil des élus de la mission de préfiguration, comme ils sont les membres du syndicat Paris Métropole. Et aujourd'hui, ce sont eux qui, ensemble, sont en train de construire avec difficulté, patiemment, etc., tout ça. Nous attendons maintenant, après le vote de demain, qui j'espère sera favorable et largement favorable, nous attendons ensuite demain, évidemment, c'est un texte qui est soumis au gouvernement. Après, le gouvernement en fait ce qu'il souhaite en faire, en fonction évidemment du contexte politique qui est le nôtre à l'heure actuelle, et le transmet ensuite au Parlement pour que la loi du 27 janvier soit revue dans le sens que nous avons ainsi négocié. Je crois que c'est une période malheureusement difficile mais inévitable. Je pense qu'après, lorsque les choses seront mises en place, s'installeront, je pense que nous pouvons faire beaucoup de grandes choses. Je pense que c'est une façon, l'intégration, si je puis dire, dans la métropole de la ville de Paris, c'est un élément essentiel. Jusqu'à maintenant, la ville de Paris, je vous dis, elle est isolée. Elle est dans un splendide isolement. Donc la ville de Paris rentrera là-dedans. Il y aura une visibilité à l'extérieur qui sera tout à fait différente de celle que nous pouvons avoir aujourd'hui. François Lucas a cité rapidement l'existence d'un comité des partenaires. Paris Métropole aussi a un comité des partenaires avec toutes les forces économiques et les forces sociales. Il faut absolument d'ailleurs que le monde associatif y soit aussi très présent. Tous les acteurs du territoire métropolitain, même plus largement que simplement la petite couronne. Il faudra élargir après. Tous les acteurs donc s'emparent de cette question métropolitaine. Je pense que nous pouvons faire vraiment un excellent travail dès lors que la mise en place compliquée, complexe, tendue parfois de l'institution aura été achevée. Ce n'est pas les institutions qui font les choses, ce sont les hommes et les femmes qui les gèrent, qui s'en occupent, qui les animent. Merci Monsieur Laurent, et ça vient tout à fait en écho de ce qui a été évoqué ce matin sur comment coopérer, jusqu'où aller et de quelle façon après organiser ces coopérations et ces mises en commun pour que chacun puisse avancer au bénéfice de nos concitoyens, toujours. Ne jamais le perdre de vue. Juste un tout petit commentaire par rapport à ce que vous évoquiez de ce texte voté demain. Pour être au clair, c'est un texte présenté donc par un groupe, effectivement présenté au Conseil des élus, n'est-ce pas, Monsieur Lucas, au Conseil des élus de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Voilà. Il s'agit d'un texte, ensuite, en fonction de par rapport à son approbation, présenté donc au ministre de l'Intérieur. Au Premier ministre. Au Premier ministre. Supposons par exemple, peut-on rêver que ce texte soit adopté à l'unanimité de l'ensemble des maires de la petite couronne et des présidents de conseils généraux aussi d'ailleurs qui sont présents. Supposons que ce texte soit adopté à l'unanimité. Bien sûr, ce texte aura une force considérable. Voilà. Et il organise la progressivité. Il organise à la fois la progressivité, il organise les choses telles que François Lucas l'a dit tout à l'heure. Et effectivement, cette idée de progressivité est extrêmement importante. On ne peut pas d'un seul coup passer d'un état A dans un état B dans une construction humaine comme celle-là. Il faut que ce soit évidemment progressif. Il faut qu'on ait une idée en tête, qu'on ait une perspective. Il faut créer le socle. Donc c'est ce qui sera créé. C'est ce qui est créé par ce texte. Il faut créer le socle. Et c'est après de la discussion et du débat entre les acteurs que se crée le mouvement.
Ouais, le progrès.